Pierre Laurent, bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes le fils de Paul Laurent, député communiste de Paris de la fin des années 60 et 70, qui était un proche de Georges Marchais. Vous avez débuté et gravi tous les échelons au quotidien L'Humanité avant d'en prendre la tête en 2000, un poste que vous avez occupé pendant 8 ans. On a l'impression que devenir secrétaire national du PCF, un poste que vous occupez depuis 3 mois et demi, était un petit peu prédestiné dans votre cas. Est-ce que devenir patron du PC, c'était un rêve de gamin ? Non, absolument pas. C'était pas un rêve de gamin et il n'y a rien de prédestiné là-dedans. Moi, j'ai vécu une carrière professionnelle normale dans le journalisme. Ma famille m'avait transmis des valeurs, je les ai gardées. J'étais aussi un militant. Et puis, progressivement, et je dirais plus particulièrement depuis les années 2000, parce qu'il y a eu beaucoup d'événements dans le Parti communiste, parce qu'il y a eu l'élection présidentielle de 2002 et d'autres événements qui ont suivi. Moi, je me suis investi aussi dans la vie nationale du Parti communiste. Mon père était déjà décédé depuis 1990, donc il n'y a rien de... c'est pas par transmission, par héritage ou par génétique. C'est les événements politiques qui, à un moment donné, m'ont amené à m'investir davantage dans la vie nationale du Parti communiste. Et puis, après, alors, dernière étape, parmi les gens qui auraient pu occuper la responsabilité que j'occupe aujourd'hui, bon, voilà, il y a un choix collectif qui s'est porté sur moi, mais qui aurait pu se porter sur une autre personne. Donc, il n'y avait rien de programmé là-dedans, et sûrement pas dans ma tête personnellement. Alors, vous jugez que François Fillon fait preuve de mépris envers le peuple en restant droit dans ses bottes au sujet de la réforme des retraites. Vous parlez même de la provocation de trop suite à sa fin de non-recevoir après les manifestations de samedi dernier. Pour vous, la mobilisation doit maintenant monter d'un cran. Est-ce une manière détournée d'appeler les Français à la grève générale et illimitée, ce que même les syndicats, ou du moins les confédérations syndicales, se refusent à prôner aujourd'hui ? Non, mais d'abord, la première chose qu'il faut dire, c'est qu'effectivement, il y a je crois que l'attitude du gouvernement est scandaleuse. Parce que dans une démocratie, quand même l'avis de la majorité de la population, et maintenant toutes les enquêtes d'opinion le montrent, c'est une opinion de manière majoritaire écrasante qui est contre la réforme des retraites. Il n'y a aucune organisation syndicale qui est pour cette réforme. Nicolas Sarkozy n'avait pas mis la remise en cause de la retraite à 60 ans dans son programme présidentiel. Bon, tout ça, ça fait beaucoup de bonnes raisons de reprendre le dossier autrement, puisqu'il est largement contesté. Or, face à ça, non seulement on ne tient pas compte de ce qui se passe dans le pays, mais on théorise le passage en force. C'est-à-dire qu'on a un gouvernement qui dit oui, on le sait, il y a des manifestations, on sait que la majorité des gens sont contre, mais nous on s'en fiche, on avance parce qu'on a le pouvoir, on fait ce qu'on veut, etc. Donc c'est un mépris de la démocratie très grave. Et face à ça, le problème, c'est pas grève générale reconductible ou pas décrétée par je ne sais qui. C'est que les gens sont dans une situation où c'est le gouvernement qui les oblige à monter d'un cran la mobilisation, puisque ils s'obstinent. Et les gens, il faut quand même pas l'oublier dans cette affaire, les gens jouent leur peau. Parce que quand on est un ouvrier et qu'on sait qu'on a une espérance de vie en moyenne jusqu'à 63, 64, 65 ans, reculer l'âge de la retraite à 62 ou 67 ans, c'est pas une petite affaire. C'est de savoir si tout simplement, à l'issue de sa vie professionnelle, on aura quelques années pour en profiter ou pas, alors qu'on a cotisé toute sa vie pour ça. Donc les gens sont très déterminés, et moi, effectivement, je les encourage à se battre jusqu'à ce qu'ils gagnent, c'est-à-dire jusqu'à ce que le gouvernement remette en cause la réforme actuelle et reprenne la discussion à zéro, et toutes les formes d'action nécessaires pour ça, dans la responsabilité et dans l'unité. Il ne s'agit pas de faire n'importe quoi, mais je crois qu'effectivement, il faut être déterminé, parce que c'est une manière de se faire respecter. En démocratie, il faut savoir se faire respecter. Alors vous êtes encore jeune, vous avez 53 ans, la retraite c'est très loin pour vous, mais cela dit, comment vous vous voyez quand vous serez en retraite ? Qu'est-ce que vous ferez de votre temps libre ? Je me vois très heureux en retraite. Il y a beaucoup de choses, il y a tellement de choses à faire dans la vie qu'on n'a pas le temps de faire quand on a une vie active, trépidante ou très prise par la vie professionnelle. Je veux dire, se cultiver, voyager, s'occuper de sa famille, prendre son temps, tout simplement vivre un peu moins rapidement et profiter de tout ce qui nous entoure. On vit, tout le monde parle c'est extraordinaire parce que tout le monde parle de la mondialisation, etc. Mais
puisqu'on vit comme des citoyens de la planète aujourd'hui, parce que d'une certaine manière c'est le cas, si on veut profiter du monde, pas seulement de celui qui nous entoure proche, mais du monde en général, on a besoin de temps. Donc voilà, il y a de quoi faire à la retraite. Moi, j'ai aucun problème là-dessus, j'ai pas d'angoisse de ce point de vue-là. La retraite sera une période heureuse de ma vie, si je suis en bonne santé pour ça. Alors vous affirmez que la retraite à 60 ans à taux plein est toujours possible. Mais même Martine Aubry, la patronne du PS, ne le revendique plus puisqu'elle prône maintenant la retraite à 60 ans avec une forte décote. Ce qui fait une sacrée différence, notamment financière. Pourquoi vous croire, vous, et pas elle, sur ce sujet ? Mais parce que je crois tout simplement, le débat porte sur cette question. Est-ce qu'on a le courage ou pas de s'attaquer à la croissance démentielle des revenus financiers? C'est quand même ça qui vient de nous mettre dans la crise. La crise de 2008, c'est la crise d'un modèle qui a tout conçu sur la croissance financière en écrasant les dépenses sociales, les dépenses salariales, et qui a misé sur la mise en concurrence du travail pour faire croître les marges. Moi, je dis, inversons les choses et considérons que le mode de développement vers lequel il faut se diriger dans le XXIe siècle, c'est un mode de développement où, au contraire, on parie sur la dépense sociale utile, sur le renforcement de la formation, des qualifications, sur la qualité du travail, et faisons dégonfler la croissance financière, dégonflons la bulle financière. Donc si on va chercher résolument l'argent de ce côté-là, si on fait cotiser les revenus financiers, si on s'attaque à l'argent qui est gâché sur les marchés de ce point de vue-là, moi je crois qu'on a les moyens de financer une bonne retraite au XXIe siècle à 60 ans à taux plein. C'est quoi être communiste pour vous au XXIe siècle ? C'est se poser dans les conditions du XXIe siècle la question de l'invention d'un autre type de développement que le mode de développement capitaliste. Moi, je crois que le mode de développement capitaliste ne sera pas capable d'affronter les défis contemporains du XXIe siècle, qui sont des défis de solidarité, de mise en commun à l'échelle de la planète, qui sont des défis de durabilité des ressources. Donc il faut se poser autrement la question du développement en mettant la question de l'homme et des ressources de la planète au centre. Et ça, un mode de développement capitaliste qui mise sur la productivité à outrance, sur le gain à court terme, sur la mise en concurrence, moi je crois n'est pas capable d'affronter les défis d'aujourd'hui. Donc le communisme pour moi d'aujourd'hui, c'est réinventer cet avenir de bien commun dans des conditions qui sont effectivement nouvelles, à l'échelle d'une humanité mondialisée. Alors, la France compte aujourd'hui, en période de sortie de crise, entre 2,7 et 4 millions de demandeurs d'emploi selon les catégories retenues. Quelles sont selon vous les 2 ou 3 mesures immédiates qu'il faudrait prendre pour résorber le chômage en France ou pour doper l'emploi ? Je crois qu'il faut augmenter les salaires, la reconnaissance des qualifications. Je pense on répondrait davantage aux besoins sociaux qu'exprime le monde du travail et on doperait la croissance de manière utile. La deuxième chose, c'est que je crois qu'il y a des besoins de développement d'emploi auxquels il faut répondre dans des secteurs importants où au contraire on est en train de réduire l'emploi. On réduit l'emploi dans l'enseignement, dans la santé, donc il y a des secteurs publics dans lesquels il faudrait embaucher au lieu de réduire l'emploi comme on le fait aujourd'hui. Et puis, il y a dans des domaines, je dirais plus, dans des domaines industriels, dans des domaines de la recherche, des secteurs où on peut développer l'emploi de manière utile. Mais je reviens à ce que je disais tout à l'heure, il faut pour ça réorienter une partie de l'argent vers le soutien à cette activité-là et pas vers les marchés financiers. Donc, dernière mesure très utile, je crois qu'il faut un pôle public bancaire et financier qui s'occupe de réorienter le crédit vers le soutien à la croissance réelle et pas le soutien à la croissance financière comme c'est le cas aujourd'hui. On parle en ce moment de la Société Générale, plutôt que de condamner Jérôme Kerviel, j'ai rien contre le fait qu'on le condamne vu ce qu'il a fait, mais il serait plus important de s'occuper de savoir à quoi sert l'argent qui est drainé par la Société Générale vers les marchés financiers. Attaquons-nous ça sérieusement pour financer l'emploi des PME, l'emploi innovant et d'autres activités utiles. Ce n'est pas un handicap quand on dirige un parti ouvrier de ne pas l'avoir été soi-même ?
Non, parce que la grande tradition du Parti communiste, ça a toujours été justement d'être capable de penser dans le même mouvement le développement du monde ouvrier, celui du monde paysan et celui du monde de la création en général et du monde intellectuel. Donc la grande tradition du Parti communiste français, c'est justement de nourrir une même ambition, je dirais, culturelle et civilisationnelle pour tous les travailleurs et tous les créateurs, qu'ils soient ouvriers ou qu'ils occupent une autre condition dans la société. Moi, j'ai grandi dans une famille ouvrière. Tous mes oncles, mes tantes, ma mère, tout le monde était d'origine ouvrière. Et je me suis toujours senti à l'aise en ne le devenant pas. Et j'ai pourtant le plus grand respect, et plus que ça, pour les gens qui sont des ouvriers et qui contribuent à la richesse du pays. Mais c'est pas le communisme, c'est pas la dictature du prolétariat. C'est la coopération de tous les travailleurs pour un monde plus humain ensemble. Si je vous dis CTP, ça vous dit quoi? Contrat de transition professionnelle. C'est quoi? C'est ce qu'on nous a vendu comme étant un moyen de reclasser des travailleurs en difficulté et qui sert bien souvent à ne rester qu'un antichambre vers une nouvelle période qui les conduit pas forcément vers l'emploi, quoi. Voilà. Donc c'est une mesure très insuffisante pour traiter de la question du chômage quand les gens s'y retrouvent. Sachant qu'elle est expérimentée dans 32 bassins d'emploi et qu'elle ne concerne que 14 000 personnes aujourd'hui. Oui, mais c'est ce qu'on... Mais il y a des modes de sécurisation des parcours professionnels à imaginer, parce que les gens, aujourd'hui, on n'a pas un emploi dans sa vie, puis on le garde pendant toute sa vie. Donc on peut être amené à changer d'emploi, à changer de formation, à changer de bassin d'emploi. Et donc il faut des modes qui organisent le passage de l'emploi à un autre emploi et qui ne soient pas, et qui ne fassent pas passer les gens par la case chômage. Donc si on développe des modes de transition qualifiants, oui. Mais si ces modes de transition ne servent qu'à camoufler le fait qu'on ne traite pas le problème réellement, ça continuera d'être insuffisant. Quel ministère, en cas de victoire de la gauche en 2012 à la présidentielle, vous verriez occuper? Les affaires sociales, l'emploi et le travail, l'industrie, l'économie? Mais d'abord, pour le moment, on n'en est pas là. Il y a beaucoup d'échelons à construire vers ça. Mais moi, il n'y a pas de ministère réservé à un communiste et d'autres qui lui seraient interdits. Donc, tous les ministères sont possibles pour un communiste, du ministère de l'Environnement au ministère des Affaires étrangères, en passant par les grands ministères économiques et de l'emploi et du social. On n'est pas chargé de s'occuper que des affaires sociales. On est capable de diriger, de gouverner sur toutes les questions avec intelligence et compétence. Alors, dernière question, l'ancien directeur de la rédaction de l'Humanité que vous êtes, est-il choqué par les couvertures très violentes qui affluent actuellement et qui sont consacrées à Nicolas Sarkozy? Dit autrement, est-ce que l'antisarkozysme peut-il faire aujourd'hui office de programme électoral pour 2012? Je crois que malheureusement, les couvertures auxquelles on a assisté, elles sont méritées, parce que on vient de vivre, du point de vue de l'image de la France, le pire été depuis très 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 longtemps. Quand j'ai assisté, moi personnellement, en le regardant à la télévision, à la conférence de presse de Nicolas Sarkozy à Bruxelles, où je l'entendais décliner comme des trophées de victoire le nombre de gens expulsés de notre territoire, les Roms, les étrangers, etc., et de décliner ça comme des trophées de victoire devant les journalistes européens, moi j'avais plutôt honte pour mon pays. Donc c'est pas ça pour moi l'image de la France, et je crois pas que les Français se reconnaissent dans cette image de la France, et j'ai l'impression que le monde reconnaît de moins en moins la France dans cette image-là. Donc c'est effectivement triste de voir qu'on en est là, et de voir des couvertures comme celle de Newsweek, mais je suis bien obligé de constater qu'on en est là parce que le gouvernement s'est enfoncé dans des politiques absolument désastreuses. Pierre-Laurent, merci d'avoir répondu pour les Dessous du social à cette interview décalée sur le thème de la crise sociale.